RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. C'est un préavis de grève illimité que viennent de déposer les pilotes des compagnies Air Antilles et Air Guyane. Lancée initialement du 14 au 19 juillet 2023, la mobilisation de la section CARE du syndicat national des pilotes de ligne devrait se poursuivre pendant les vacances estivales. Les pilotes réclament entre autres une revalorisation de leur salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. On fait le point avec Solène Fèvre. Aujourd'hui, on est rassemblés parce que on se retrouve dans une situation intenable. Il y a 3 ans, la direction générale a dénoncé nos accords collectifs pour les pilotes. Sans ces accords, il n'y a pas de cadre de travail. Nous avons fait preuve d'ouverture en permettant effectivement de cesser ce conflit et de négocier. 6 mois plus tard, il n'y a toujours pas de négociation. Alors aujourd'hui, la situation à Air Antilles est très compliquée. Comme vous le savez, c'est une compagnie qui a une dette énorme qui a été générée pendant les années du Covid. Cette compagnie a une volonté de discuter avec les pilotes. Par contre, elle ne peut pas se permettre aujourd'hui d'accepter toutes leurs revendications. Nous avons fait une proposition à la direction d'un accord qui est juste et équitable. La revendication de 15% de revalorisation de nos salaires de base, c'est totalement justifié. Ça gomme juste l'inflation. Un officier pilote de ligne se rapproche du SMIG. C'est quelqu'un qui a des frais de formation à hauteur de presque 100 000 €, des traites qui avoisinent les 800 € par mois. C'est intenable. Les augmentations ne correspondent pas du tout à la situation économique de l'entreprise. Ensuite, c'est une entreprise qui comporte un groupe plus de 311 personnes et on ne pourrait pas satisfaire uniquement une seule partie de la population au détriment des autres en particulier. Le reste de la société nous soutient. Malheureusement, ils sont dans des conditions économiques pires que celles que les pilotes. Ils ne peuvent pas, en l'état de ce qu'on comprend, assumer une grève pour pouvoir venir participer à ce soutien. Et il est urgent que cette situation cesse et que la direction générale vienne à la table des négociations. Notre préoccupation première, ce sont les passagers qui ont fait le choix d'avoir pris un billet Antilles et de les acheminer à leur destination finale. Bien sûr, nous privilégions notre compagnie et en fonction du nombre, puisqu'il est important, nous voyons avec les compagnies qui sont normalement nos concurrentes, mais nous trouvons à acheter des billets ou à composer avec elles. Donc on transporte aussi sur la concurrence et on n'a pas le choix puisque le plus important pour nous, c'est que les passagers ne perdent pas leurs billets et leurs vacances. Aujourd'hui, on est capable de transporter entre 600 et 800 passagers par jour. Ça représente en moyenne 70% de ce qu'on fait habituellement sur le réseau dans des conditions normales d'exploitation. Voilà, donc on arrive à remplir quand même nos avions avec l'offre qui est encore on va dire délétère vis-à-vis des circonstances actuelles. Ce matin, j'ai reçu un courrier du SNPL parlant de la sécurité des vols, et là j'en parle en tant que cadre responsable. Je peux vous assurer pour les pilotes, pour les hôtesses, pour les passagers qui sont à bord, qu'en aucun cas la sécurité des vols est remise en question. Les adhérents se sont prononcés à 95% ce 12 juillet pour pouvoir reconduire la grève de manière illimitée. Et on est engagé effectivement dans un mouvement jusqu'à temps qu'on ait obtenu satisfaction et qu'il y ait un accord juste et équitable. On est surtout là pour remercier tout le personnel d'Air Antilles qui se donne corps et âme dans cette situation très difficile, inédite. Nous faisons tout pour acheminer nos passagers, comme mes collègues vous l'ont dit. Donc nous remercions les pilotes qui se battent, nous remercions le personnel au sol, nous remercions tous les cadres dirigeants qui sont là et qui ont encore un espoir de sauver notre compagnie et de nous permettre de continuer à voler dans la Caraïbe. La direction générale d'Air Antilles et les pilotes en grève se sont entretenus cet après-midi pour entamer des négociations. Nous ferons le point ensemble demain.
Pendant les vacances, les manifestations et soirées festives se multiplient et les incidents avec. Certains bars et restaurants ne respectant pas les réglementations en vigueur, le directeur de cabinet du préfet a organisé aujourd'hui une réunion afin de rappeler les règles applicables pour les établissements recevant du public. Propos recueillis par Gérard Loiseau. C'est une réunion qui a associé les maires, les syndicats professionnels, de restaurateurs, de patrons de discothèques, d'événementiels et puis les forces de sécurité afin de faire le point sur l'organisation, les modalités d'organisation de soirées et puis sur les règles qui doivent s'appliquer. Et bien, quand on est un restaurant, eh bien, on ne se transforme pas en boîte de nuit. Il y a des règles. On ne peut pas se transformer en piste de danse sans respecter un document qui s'appelle le GN6. Il y a des horaires de fermeture. Eh bien, c'est des horaires de fermeture. Bien évidemment, il faut le respecter. Lorsqu'on est un bar ou un restaurant, on n'organise pas des soirées jusqu'à 6h du matin. C'est bien le respect de ces règles qui ont été rappelées, et aussi bien pour les manifestations qui se déroulent dans des établissements recevant du public que dans des manifestations à l'extérieur. On a un regard plus appuyé, je dirais que ce regard, il est porté depuis longtemps sur ces événements. On a eu plusieurs réunions au cours de l'année dernière avec les élus, réunions de sensibilisation sur les règles à respecter dans un établissement recevant du public, sur les horaires de fermeture. Aujourd'hui, effectivement, on le voit, les week-ends qui se sont écoulés ont été l'occasion de faits d'ordre public majeurs. On a des tirs à l'entrée de manifestations, on a eu des dérives dans les établissements. On met aujourd'hui, pour certains acteurs, clairement en danger la vie du public. Il s'agit de réagir et de veiller à l'application de ces règles et de toutes ces règles. Aujourd'hui s'est tenu le dernier atelier technique des premières assises des Outre-mer en faveur des territoires d'innovation et des transitions en Guadeloupe. La ville de Sainte-Rose a accueilli ce mardi les différents acteurs du projet qui ont pour ambition de faire de notre archipel une destination mondiale bleue d'excellence à l'horizon 2030. Reportage d'Enzo Viviès. Nous sommes réunis avec le groupe Odyssea et toutes les communes de Guadeloupe qui ont signé le label Île de Guadeloupe, qui consiste en fait à faire un consortium de villes de Guadeloupe qui vont ensemble défendre un vrai projet d'économie bleue et verte pour le pays. Et donc aujourd'hui, après une semaine d'atelier, on se réunit à Sainte-Rose pour faire le point, faire le bilan, voir comment les choses se sont passées, et puis mettre en perspective le mois de septembre où nous allons créer la commission des maires pour aller défendre à Paris, à Bruxelles et ailleurs, nos dossiers, et faire en sorte que le pays de Guadeloupe puisse se développer dans le secteur du tourisme. Un bilan très positif. D'abord, les communes ont joué le jeu pleinement avec les services, avec le monde économique représenté très largement par M. Cholette notamment, et également par le président de France Active, M. Virassamy. Après 5 ateliers, on a commencé à voir l'intégralité et faire comprendre à tout le monde l'importance de l'économie bleue sur le territoire. Alors j'aime dire un objectif, 4 millions de touristes, 300 000 personnes ou 400 000 personnes de plus par mois en Guadeloupe. Comment on met cela en branle? Comment on met le touriste? Comment on fait le touriste visiter? Comment on le nourrit? Comment on le loge? Comment on le véhicule? Comment on l'occupe? Et tout ça, ça fait partie de cette économie bleue, de comment développer ce territoire. En réalité, la seule vraie piste sérieuse que nous avons en termes d'économie pour le pays, c'est l'économie bleue et l'économie verte. Et aujourd'hui, ce sont des secteurs qui ne sont pas exploités, en tout cas qui sont sous-exploités, très largement sous-exploités. Et il faut que nous donnions une chance à la Guadeloupe de pouvoir se développer dans ce secteur-là. Donc les ateliers ont été très positifs. Ça nous a permis de mieux sensibiliser encore les acteurs sur les vraies problématiques qui concernent cette belle filière. Les revendications sont financières, bien sûr. Il faut mettre en place un projet de territoire pour l'ensemble de la Guadeloupe et puis aller défendre ce projet-là auprès des ministères. D'abord la région et le département qui soient des vrais partenaires pour la Guadeloupe, ça c'est essentiel. Et je pense que là-dessus, on n'a pas de doute sur le fait que la région, le département et les EPCI puissent nous suivre, mais aller plus loin au niveau des instances ministérielles, européennes, pour programmer un certain nombre de projets pour la Guadeloupe dans ce label que nous avons mis en place. Donc, revendication sur l'organisation financière, bien sûr, mais convaincre réellement sur le vrai projet que nous menons pour le pays.
La ville de Capesterre-Belle-Eau s'engage pour la réduction des déchets plastiques et se dote d'un dispositif unique et éco-responsable Made in Guadeloupe. Ce matin a été inauguré l'éco-conception Distri-Eau, une solution de distribution d'eau filtrée dans des bouteilles végétales. Une installation qui ravit le maire de la commune pour qui les questions de développement durable sont importantes. Reportage de Michel Depape. La ville de Capesterre-Belle-Eau est très heureuse d'accueillir la présentation de ce dispositif écologique avec la possibilité de pouvoir traiter l'eau du robinet pour pouvoir la minéraliser mais aussi la dépolluer et présenter aussi ce dispositif de bouteilles biodégradables nous permettant d'arrêter l'utilisation du plastique, ce qui est encore là une belle innovation. En fait, c'est très simple. Vous avez une carte rechargeable que vous allez avoir dans les commerces pour l'acheter. Et à chaque fois que vous allez l'utiliser, en fait, vous vous rapprocherez de la machine et il faudra juste suivre les indications qu'il y a dessus, positionner la carte Gécolo et il vous sera délivré 1 litre d'eau à la suite du positionnement de votre carte. Nous sommes contents que cette présentation se fasse à Capesterre, puisque vous connaissez notre attachement à pouvoir agir dans le cadre de l'amélioration de notre environnement, mais aussi l'écologie, agir sur cette problématique du chlordécone, mais surtout voir comment tous ensemble nous pouvons réduire l'utilisation du plastique. Pour encourager la pratique des sports nautiques, l'association ENAG met à disposition de la NASA, la base nautique de Sainte-Anne, 2 bateaux dernière génération. Ils permettront de former des jeunes Antillo-Guyanais au métier nautique et d'atteindre un niveau national. Un reportage signé Solène Fèvre et Nora Florville. L'ENAG, en fait, c'est Énergie Nouvelle Antilles-Guyane, une association qui a été créée en 2017, que j'ai l'honneur de présider depuis. C'était à l'initiative de la SARA qui a réuni des chefs d'entreprise pour adhérer à cette belle idée qui était de porter des projets des jeunes Antillo-Guyanais, donc pour les jeunes Antillo-Guyanais ou par les jeunes Antillo-Guyanais, donc des projets que ce soit éducatifs, professionnels, culturels. Nous avons tout de suite répondu oui, parce que nous sommes porteurs aussi, nous sommes pour ces associations qui fédèrent beaucoup d'entreprises pour promouvoir des projets en vue d'aider les jeunes Antillo-Guyanais à s'émanciper, à pouvoir être au même niveau qu'au niveau national et ne pas connaître les freins que nous avons sur nos départements pour pouvoir grandir et faire de belles choses. On a un super partenariat avec ENAG et entre ENAG et la NASA pour équiper justement la NASA de 2 bateaux, donc des fusions, des bateaux qui sont derrière nous pour faire naviguer à la fois des plus petits comme on a. Et des scolaires du coup pendant la période scolaire et des adultes, des familles et autres. Donc c'est des bateaux très polyvalents et c'est top parce que du coup on a des bateaux tout neufs, sécurisants et puis assez sympa. Donc non, c'est toujours bien d'avoir un partenaire qui partage les mêmes valeurs et qui veut aussi essayer de faire naviguer le plus de personnes possible, que ce soit des jeunes ou les plus vieux. Sur le lagon de Sainte-Anne. Actuelle, c'est une agence d'emploi, donc c'est plusieurs agences, donc tant en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc on œuvre pour permettre aux jeunes aujourd'hui de trouver du travail, de trouver une activité, de trouver des formations. Donc il était important pour nous qu'on soit présents dans cette manifestation. On ne pouvait pas ne pas répondre positivement. Ce projet pour nous était intéressant à 2 niveaux. Tout d'abord sur la dimension professionnelle et de formation, puisque ces deux bateaux permettront de former des jeunes qui veulent s'en lancer dans les métiers du nautisme. Et puis l'autre dimension, c'était aussi l'insertion par le sport. On sait que nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent être oisifs et pratiquer de la voile, pratiquer ce sport peut être aussi un moyen de s'occuper sainement et puis d'allier sport et santé et puis de pouvoir avoir d'autres aspirations, de tendre vers les métiers du nautisme. Et je pense que sur ce magnifique spot avec la jeunesse guadeloupéenne, ça peut être un très très beau projet si nous arrivons à leur permettre par le biais de ces 2 bateaux de concrétiser des projets dans le nautique.
Pour rapprocher la jeunesse des différents dispositifs qui leur sont proposés, la ville de Petit-Bourg a reconduit cette année la manifestation Ose ta jeunesse pour une deuxième édition. Ce mardi 18 juillet 2023, durant toute la journée, les jeunes ont pu profiter d'un espace dédié au complexe sportif Gaël Monfils. Job dating, village d'information et animation, de quoi mêler plaisir et réussite. Reportage. Par rapport à l'an dernier, pourquoi ne pas renouveler la manifestation et faire en sorte que les jeunes sur une seule plateforme rencontrent tous les différents partenaires qui viennent encore nous soutenir dans cette démarche. Des dispositifs, il en existe, mais les dispositifs sont quelquefois éloignés géographiquement de la jeunesse. Donc nous nous sommes fixés comme objectif de créer de nouveaux concepts, de nouvelles formules et faire de sorte de se rapprocher plus des préoccupations des jeunes et de sorte que ça soit aussi attractif. Donc effectivement, nous avons aussi des moments avec des artistes, ce qui nous permet de ramener beaucoup plus de jeunes sur ces stands et faire de sorte que l'information leur soit portée. Le travail de communication se fait en proximité. Et les communes sont l'échelon d'opportunité de base. Et on est tout à fait honoré en tant qu'association sur le retour au pays d'être associé par la ville de Petit-Bourg à cet événement à destination de la jeunesse. Parce que travailler sur le retour au pays, c'est d'abord travailler sur les départs contrariés. C'est-à-dire faire en sorte que les jeunes ne partent pas parce qu'ils n'ont pas le choix de partir. Il faut qu'ils sachent qu'ici aussi, il y a des opportunités professionnelles. Il faut qu'ils sachent qu'ici aussi, il y a des besoins de qualité, des emplois avec des perspectives et qu'ils peuvent aussi, avec une bonne orientation, avec des choix éclairés, trouver des solutions et faire en sorte qu'ils puissent ne pas partir si ce n'est pas nécessaire ou alors partir pour se former dans un métier dont le pays a vraiment besoin. Nous voulons aller plus loin avec des moyens plus mobiles, avoir des bureaux mobiles qui nous permettent de travailler avec des partenaires et aller directement dans les quartiers, dans les zones où se trouve notre jeunesse. Connaissez-vous l'histoire de votre nom de famille? Le Parc national de Guadeloupe, en collaboration avec le Comité pour la marche du 23 mai 98, vous propose de partir à la découverte de l'origine des patronymes guadeloupéens. À travers des ateliers itinérants et gratuits de généalogie, le public pourra retracer son histoire familiale dans 7 communes de Guadeloupe, et ce, jusqu'au 28 juillet. Reportage d'Olivier Moradel. Puis le 6 juillet jusqu'au 16 août, nous sommes en lionnage Punati et Kilti. Nous partons dans les communes à la rencontre de la population pour proposer des animations en lien avec les patrimoines naturels, culturels et paysagers de la Guadeloupe. Ce qui se passe derrière moi, c'est un atelier de généalogie avec l'association CM98, Comité pour la marche du 23 mai 1998. Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de partir à la recherche de l'origine de leur nom de famille. C'est une très bonne chose, c'est très important. Enfin, pour ceux qui me concernent, depuis petit, j'ai toujours été très curieux. J'ai toujours eu le désir de connaître mes grands-parents. C'est à partir de là que j'ai commencé l'arbre généalogique. C'est à partir d'un acte de mariage, entre le grand-père de mon grand-père, qui était un Africain, puisqu'on était à l'époque de l'esclavage, capturé donc en Afrique, qui a été déporté. Il a rencontré celle qui est devenue par la suite son épouse, Andrea Dreyfus. Maintenant, mon vœu le plus cher, c'est d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Je ne vais pas hésiter à me rendre en Afrique pour essayer de voir si je trouve des éléments concernant ma famille qui est restée là-bas. On sait qu'une grande partie des noms de famille en Guadeloupe proviennent de l'histoire, de notre histoire, de l'abolition de l'esclavage. C'est en 1848 que les nouveaux libres ont acquis le droit d'avoir un nom de famille. Ces noms ont été donnés par des officiers d'état civil. Ils sont consignés dans des registres, les registres des nouveaux libres. Et le CM98 a fait un grand travail de recherche auprès des archives départementales pour retrouver ces noms et les mettre à disposition de tous dans une base de données en ligne qui s'appelle enchoucage.org.
Vous tapez votre nom et vous avez la possibilité de retrouver le premier qui a porté ce nom au moment de l'abolition de l'esclavage, donc après 1848. C'est une bonne initiative, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça a commencé déjà depuis la semaine dernière, hein, de ce que je sais. Et donc, ça nous permet de retrouver nos ancêtres et de pouvoir faire notre arbre généalogique. Et j'ai rencontré Linda, qui est ma cousine, d'accord, 2e degré, je crois. Elle m'a invitée à venir parce que je voulais aussi chercher du côté de ma mère, de ma grand-mère maternelle. Les féminines ont aussi droit à leurs entrées à la Corsair Foot Academy. Le stage de perfectionnement et de détection de football accompagne les jeunes de 12 à 16 ans pendant 5 jours. Entraînées par l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais Sidney Govou, les jeunes femmes bénéficient d'un entraînement personnalisé et d'un espace pour s'exprimer librement sur le terrain. Reportage de Maxime Morel. C'est important parce que les jeunes ont besoin. Ici, c'est en dehors de la métropole. Ils n'ont pas forcément beaucoup de joueurs qui regardent dans les grands championnats, qui viennent ici à part en vacances. Donc là, on allie un peu les deux. On est un peu en congé parce qu'il fait très chaud. Mais on bosse, on leur donne ce que j'ai appris. J'ai la chance d'avoir passé mes diplômes d'entraîneur en France. Et voilà, on essaie de transmettre à notre petit niveau. Le fait d'avoir des professionnels, être en contact directement avec eux, déjà, ça donne beaucoup d'envie. Et puis, ça donne d'autres perspectives aux filles, pas qu'à l'échelle régionale, puisqu'elles peuvent tout simplement aussi partir ou justement améliorer que ce soit techniquement ou tactiquement lors de ces stages. Voilà, pas mal. Voilà, au sol. Voilà. Voilà. Je pense qu'elles sont valorisées, elles ne le savent pas, mais elles sont valorisées. Moi, j'ai la chance d'avoir joué dans un club qui est l'Olympique Lyonnais, où il y a une grosse part pour le parti féminine. Donc on voit que ça prend très bien. L'année dernière, il y avait des filles qui étaient un peu de droite à gauche. Là, le fait de les recentrer entre elles, ça permet de mieux travailler et aussi se sentent mieux. Et à ce juste valeur, elles ont aussi le droit de jouer au foot, elles le font très bien. Donc c'est ma première expérience avec les féminines et je trouve ça très intéressant. O-News Radio sur outremernews.fr.